Alors une soirée flyéo, donc soirée en toute convivialité ce soir. Morito. Pas de pub. Toute convivialité ce soir puisque on va faire une conférence vidéo plutôt avec Fab. Et on veut parler ce soir des types de voiles. Quel type de voile choisir pour quel pilote. Et puis en fait, on aimerait partager aussi notre expérience en école et en magasin sur l'importance du choix de la voile et aussi l'importance des catégories. J'ai l'impression que je vais commencer, tu as en stage CIV, en stage de pilotage avancé, et je pense que Fabien ira aussi dans ce sens-là quand il se réveillera. On trouve que les catégorisations ne servent plus, donc je parle des EN A, B, C, D, C, 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 ne servent plus forcément à nous orienter clairement dans le choix d'une voile. On fait le choix chez Flyéo de classer les voiles plutôt par type de pratique. Et j'aime bien ces catégorisations en voile débutant, ensuite toute une catégorie de voiles loisirs qui seront plutôt orientées cross, plutôt orientée polyvalente ou plutôt orientée joueuse, et ensuite des voiles un peu plus spécialisées comme des voiles de cross avancées, des voiles de freestyle, et ensuite les voiles typées compétition. On parlera de D, de CCC ou de voiles d'accro qui sortent de ce type d'homologation. On ne veut pas forcément parler de marque ou de modèle ce soir, c'est pas le but du jeu, mais je pense que Fabien, en CIF, tu vois quand même pas mal de gens qui s'en remettent beaucoup dans ce que j'en ressens à la catégorisation des voiles et qui se déresponsabilisent par rapport à ça. Ouais, je crois qu'il y a un manque de responsabilité de la part des pilotes et ils se cachent beaucoup sous la certification et de la voile. Alors, ce qui est d'un côté fait pour ça, en fait, c'est fait pour que les gens puissent se retrouver dans une échelle de, on va dire, de difficulté de voile mais pas forcément de niveau. Alors, ce qui veut dire qu'une voile débutante reste une voile débutante, c'est ce qu'il y a de plus basique. Mais on part du principe que si on empêche de voler une voile débutant, elle ne volera pas de la même façon qu'une aile de compétition. Donc c'est quand même qu'il faut apprendre à piloter et à comprendre l'aérodynamique de ce parapente et ne pas se cacher derrière par une certification. Ensuite, on a des ailes, on a de plus en plus un problème, nous en tout cas, et les pilotes aussi je pense, à se retrouver dans la catégorie B. Alors, parce que la B est une catégorie tellement vaste actuellement, où on trouve, comme le dit Guillaume, des ailes loisirs performantes, des ailes plutôt performantes typées cross, et du coup dans cette catégorie qui est tellement vaste, les gens s'y perdent. Alors d'une part pour ça, et ils s'y perdent aussi parce que le niveau de pilotage dans cette catégorie est hyper évolutif, hyper large. Quand une personne est attirée pour acheter une aile C ou D, il sait vraiment quoi choisir, ou CCC. Cette catégorie B, c'est un peu pour nous un fourre-tout. Et ça devient problématique parce que des gens sortis d'école achètent une B qui disent évolutive, peuvent vraiment se planter, car ils peuvent acheter une D trop performante pour eux, une B, excusez-moi, trop performante pour eux, et qui risque de leur brûler les ailes. Donc du coup, on a catégorisé, on essaye plutôt de nous parler d'ailes loisirs et d'ailes plutôt loisirs performantes, à accès performance. Et puis dans cette catégorie, on va faire des sous-catégories, des ailes vraiment performantes dans cette catégorie. Alors on ne parle pas en termes de performance pure, mais on parle en termes d'accessibilité au pilotage. Voilà, donc nous on insiste pas mal là-dessus parce que les comportements varient vraiment beaucoup en fonction dans la même catégorie en fonction de ce qu'on a. Oui, on parle souvent des B+, en ce moment, qui est une sorte de mythe. Et pas tant, ce que j'en ressens à force de voir des élèves en CIV, c'est que
avec une B+, on a des performances, on a un plané intéressant et on a une voile qui reste relativement solide. Mais quand le sketch arrive, on a une différence de niveau où ce que j'en ressens, c'est que le niveau pour récupérer un incident de vol en B+, est plus le niveau de quelqu'un qui a l'habitude de voler sous des voiles plus performantes, type C, D, avec des gestuels de décrochage, et qui finalement sont pas accessibles à quelqu'un qui vient se mettre sous une voile B, entre guillemets, en se disant ça va bien se passer. En fait, la relation humaine avec la voile, quand on achète une voile, ou c'est le coup de cœur, et là, ben voilà, c'est le coup de cœur, on l'achète, ou ah mince. Ah, on a du monde. Ah, bah on coupera encore au montage. Où c'est le coup de cœur? C'est le coup de cœur pour toi? Ah non. Ah, tu fais. Juste pour expliquer, donc on a dit le choix d'une aile B. Donc là, c'est un record, donc du coup, tu vas pouvoir participer à tout ça. Et le choix d'une aile B vient, enfin, d'une aile en règle générale en B, c'est ou le coup de cœur, c'est la voile qu'on a essayé, les bonnes conditions, le jour qui va bien, je fais un beau vol, ah yes, c'est cette aile, et on va pas chercher plus loin. Ou c'est un choix un petit peu plus réfléchi, donc c'est-à-dire avoir une belle couleur ou pas, non je déconne. le choix ou un peu plus réfléchi, c'est-à-dire ben, voilà, j'ai un tempérament un peu plus familial, je vais être dans cette catégorie-là, quel type de voile m'oriente plus sur une B facile? Et ou alors le gars qui a du mal à passer sous une C psychologiquement, il reste sur une B+. Et là, il aura accès au haut du panier en B, et se dit, ben voilà, je suis dans une catégorie B+, mais je ne sais pas trop. Alors, il y a des choses, nous en tant que techniciens, il y a des choses sur lesquelles il faut faire hyper attention. C'est que quand en regardant la certification des ailes, donc ces 27 tests qui sont mis en place, souvent si on les décortique un tout petit peu, on s'aperçoit que sur certaines C, il y a 25 en A, 2 en B et 1 en C. Et de toute façon, elle passera en C. Sur des B+, ben, tout est en B proche du C, ça reste un peu au chausse-pied. Donc en fait, il y a des comportements comme ça, c'est très psychologique, hein, que les gens achètent les B et que les marques aussi poussent pour passer en B, parce qu'on sait que c'est ce qui couvre le plus le marché. Et les constructeurs essayent de rentrer au chausse-pied quand même quelques ailes dans cette catégorie-là. Qui je trouve un peu ça pas du tout génial vis-à-vis du client, parce qu'il se retrouve avec des ailes trop dynamiques pour eux, rentrer au chausse-pied, et psychologiquement ils en prennent un sacré coup. Donc en fait, cette catégorie, on va dire B+, pour moi, elle devrait faire partie d'une catégorie C, et puis derrière D, et puis en rajouter une autre catégorie E, par exemple, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle ne devrait pas rentrer dans cette catégorie-là. Bon, elle existe, on s'y perd beaucoup dedans. Donc du coup, pour nous, encore une fois, on reste sur des accessibles, des voiles accessibles, on va dire, donc des voiles loisirs. C'est-à-dire que les gens, ils ne cherchent pas de la performance pure, racée, ils cherchent quand même quelque chose de pilotable. De toute façon, ce sera performant, ce sera suffisamment rapide, et le comportement général sera quand même quelque chose d'assez homogène. Et plus on va sur ces B au chausse-pied, ce que j'appelle, ou des B+, plus on aura des comportements très racés, très spécifiques. Et là, donc, il faut avoir connaissance de cause pour être sur ce type de matériel-là. Quoi qu'il en soit, ce qu'on constate aussi, c'est que le pilote peut exploiter plus encore les performances de sa voile avant de monter sur des voiles au-dessus. Et finalement, il y gagnera au final. Il y gagnera en termes de sérénité, d'efficacité de pilotage et d'être disponible tout le temps. On entend souvent des pilotes nous dire Massé, je vole pas tout le temps dessous, quand c'est trop fort, j'y vais pas. Alors que des mecs qui volent avec des voiles qui sont à leur niveau, ils vont, exploitent les performances à fond et volent tellement serein qu'ils avancent beaucoup plus vite et mieux que dans leur progression et en l'air que des pilotes qui se surestiment en fait. Ça, je pense qu'on le voit aussi en stage de pilotage. Ouais, comme on peut le dire souvent, nous on a des gens en stage de pilotage, des gens qui ont le coup de cœur, c'est l'aile est belle, l'aile elle affiche des performances théoriques très très bonnes,
Et puis voilà, c'est celle qu'on veut. Bon. Après, il faut assumer de voler psychologiquement là-dessous. Et puis après, il faut assumer en fait ce qu'on appelle le background, ce que vous ne voyez pas au début, c'est mettre en situation un peu difficile le pilote, donc dans des forces centrifuges, voir comment on accepte les forces centrifuges, les restitutions d'énergie de ses ailes, et pour se dire, ok, bon, ben, est-ce que j'accepte ou j'accepte pas? C'est un petit peu ce qui est difficile, nous, dans nos stages de pilotage, ben, on les met face à ces genres d'éléments, et ça les perturbe ou pas du tout. Ils se disent, ok, tout va bien. On y va. Mais la partie technique, en fait, entre une C et une B, ou une B+, il y a peu de différence. Techniquement, ça se pilote de la même façon. La réactivité sur certaines voiles sont assez similaires, juste que l'allongement des ailes est bien supérieur. Et du coup, ben, l'allongement demande des inerties différentes qu'on n'a pas forcément d'une B à une C, et d'une C à une D, et d'une D à une CCC. Voilà, c'est souvent après le pilotage simple, basique, exactement le même, mais derrière les inerties et les mouvements d'inertie que font l'aile, il faut les comprendre un peu plus. Voilà. Je fais une petite parenthèse, je rebondis sur la manière de tester une voile en fait, parce que très souvent quand on prête des démos en magasin, il suffit que la journée soit fantastique, la voile est fantastique, et à l'inverse, une voile très très bonne dans une journée un peu compliquée, la voile va être moisie à souhait. C'est très difficile, et nous on essaye de préconiser quand on prête des démos un processus de test, parce qu'au final un pilote qui a un peu de sensibilité sur des simples exercices de tangage, 360 sorties rapides, des wing-over, il va comprendre les mouvements de la voile, il va comprendre aussi ce que la voile a dans... comment est-ce qu'on pourrait dire, dans les caissons, hein. Et ça permet de reproduire en fait de manière assez scientifique une démo et de permettre de comparer parfaitement. Donc quand vous venez essayer une voile, vous attendez pas une journée fantastique, faites 2-3 ploufs simples en conditions calmes, en conditions identiques, mais en reproduisant des exercices. Et là, on a déjà énormément d'informations sur ce que donne la voile. Alors, ouais, le test d'une voile, je reviens là-dessus, c'est le test, pour moi, quand je teste une aile, je teste la maniabilité. Donc cette maniabilité, je peux l'essayer sur un peu de tangage, des virages dynamiques, voir à quelle vitesse elle se met en place. La restitution d'énergie, moi ça m'intéresse beaucoup, c'est une aile qui accélère vite et qui décélère vite, donc ça me donne des informations, si elle a de l'inertie ou pas d'inertie. Et ça se teste sans conditions préalables. Ensuite, ben, tout le monde se dit oui, mais j'aimerais savoir si elle monte en thermique. Jusqu'à présent, toutes les ailes montent en thermique. Jusqu'à présent, toutes les ailes sont performantes si on monte dans le thermique. Et ce qui va déterminer ça, ça va être votre accès à la maniabilité. Si vous avez une aile qui est plus maniable, ben, vous aurez une facilité à tourner. Mais ça se teste sur un virage dynamique, ça se teste sur un virage progressif. Et ça, on n'a pas besoin de conditions pour ça. Maintenant, si vous avez des doutes sur la performance, n'en ayez plus. De toute façon, vous n'avez qu'à lire un magazine, toutes les ailes montent. Jusqu'à présent, papier, si ça monte, ça monte. Après, je pense que chaque personne a une sensibilité différente en fonction. N'essayez jamais une aile et une sellette en même temps. Il faut avoir ou sa sellette à soi et essayer un matériel, ou essayer une nouvelle sellette avec une aile avec laquelle on a l'habitude d'avoir. Et ça, c'est très important parce que si on essaye les deux en même temps, on ne sait pas si c'est l'aile qui communique mal ou la sellette qui communique mal, et du coup, on est un petit peu dans le doute. Donc ça, c'est des choses à faire attention. Ensuite, le taux de chute peut être comparable sur une CCC, par exemple, par rapport à une aile école. La maniabilité aussi sur les deux, mais les catégories sont tellement à l'opposé l'une de l'autre que c'est normal. Sur la gamme des B ou sur la gamme des C, oui, on peut faire deux choses. Donc on a dit maniabilité, restitution d'énergie et le côté physique de l'aile. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important pour pas mal de gens. C'est, ben voilà, est-ce que je sens qu'elle elle est ferme à la commande, donc des gens apprécient, ou est-ce que j'ai besoin de plus de souplesse et de douceur? Donc voilà, ça c'est deux choses qui varient en fonction des conceptions des voiles. Mais en aucun cas, les vols ne montent pas. Voilà, ça c'est un peu... Ça monte. Dans tous les cas, ça va monter. Si ça doit monter, ça montera.
Donc c'est pas un problème de performance. Et après les chouïas de soi-disant performance que les gens trouvent entre des ailes ou des transitions, pour être honnête ou pour avoir vu des compétiteurs, du moment qu'on n'est pas dans une masse d'air ou dans une masse d'air qui évolue, la performance est faussée dans tous les cas. Donc il faut que les performances soient faites dans des conditions calmes, les deux ailes, que les deux soient dans les mêmes conditions. Donc souvent on me dit ouais mais j'ai essayé moi mon aile, elle est beaucoup moins performante que celle de mon pote. Il faut vraiment avoir comparé plusieurs fois aux mêmes charges à l'air, et au même endroit pour pouvoir comparer et vraiment voir. Sinon c'est hyper difficile quoi, hyper difficile. Et d'ailleurs on en revient au pilote, hein. L'exemple que tu cites c'est le choix de la ligne. Voilà, le choix de la ligne, la tactique. Et un pilote tranquille et disponible qui ne se fait pas surpasser par sa voile aura plus de facilité à optimiser ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est aussi la preuve. Donc c'est pour ça que la performance théorique sur le papier c'en est une, la performance utile, la performance utilisable en est une autre, et ça vient essentiellement du pilote. Qu'on soit clair. C'est toujours le même. C'est toujours la même chose qu'on revient. Voilà. Du coup, je vais rebondir sur le freestyle aussi. Nous, c'est une catégorie et c'est une pratique qui nous intéresse beaucoup. Beaucoup de gens, on voit de plus en plus de jeunes pilotes accéder directement à des voiles dites freestyle, qui ont des particularités qu'on décrira, mais qui ont globalement beaucoup plus de restitution d'énergie. Et ce qu'on préconise souvent à ces jeunes pilotes, finalement, encore une fois en stage de pilotage avancé, c'est déjà d'acquérir une gestuelle, une belle gestuelle, de faire ses armes sous une voile B. Alors, pas n'importe quel type de voile en B, mais plutôt des voiles orientées joueuses, afin d'acquérir une gestuelle sans se faire dépasser par l'énergie, la vitesse d'une voile typée freestyle. Et une fois cette gestuelle acquise, la retransmission sous une voile freestyle, ça va être que du positif, puisque la gestuelle sera acquise et il y aura juste à gérer l'accélération, les différentes énergie, vitesses. maniabilité. Ouais, juste deux choses. En fait, nous on s'aperçoit que voilà, il y a un gros mouvement freestyle. Il y a des ailes freestyle et des ailes voltige accro. Donc là, c'est pareil, c'est des extrêmes. La voltige accro, bon, on sait à quel public c'est destiné. C'est déjà quelqu'un qui maîtrise toutes les évolutions de base, qui maîtrise déjà son assise dans sa sellette, son équilibre et son évolution de base. La freestyle, ça peut être un accès à la voltige, mais ça n'empêche pas qu'il y a un bloc à avoir avant, c'est la découverte de tous les mouvements dynamiques, la sérénité dans la sellette, l'installation, les mouvements dynamiques sur une autre voile. Alors après, c'est souvent une baie qu'on choisit, mais comme le panel des baies est très très large, souvent on peut dire que nous on utilise des baies loisirs. Alors pourquoi des baies loisirs? C'est qu'elles ont plus de suspentage. Donc du coup, le fait d'avoir plus de suspentage, plus gros, moins de caissons, moins d'allongement, permet en fait une répartition de la charge et de la dynamique sur le profil, ce qui permet de moins travailler le profil et de moins affaiblir le profil. Plus on va sur des baies haut de gamme, plus typé cross, performance, on enlève de la traînée, on enlève de la suspente, donc on augmente l'allongement, ce qui fait que les ailes, on va dire, ramassent un peu plus, travaillent un peu plus, vieillissent beaucoup plus, et du coup on n'a pas, dans le temps, on a un gain beaucoup plus faible. Plus on a une aile allongée, plus on a des gestions difficiles pour un accès à la freestyle, plus on a une aile moins allongée, plus c'est maniable et facile à mettre en place et à ouvrir. Donc souvent, l'accès à la voltige, on conseille aux gens de trouver une baie plutôt familiale, plutôt simple d'accès, qui permet de faire la gamme, le gamme de travail, avant d'accéder aux ailes freestyle. Les ailes freestyle sont des ailes faites pour la voltige, renforcées, avec un freinage non différé, c'est-à-dire un freinage plutôt de masse qui permettra un décrochage facile, une reprise en vol facile et un effet modulable au niveau des vrilles et des choses comme ça. Ce qui permettra aussi d'avoir moins d'amplitude de commande qu'on n'a pas sur des ailes classiques. Donc le fait d'avoir moins d'amplitude de commande, on a des gestions beaucoup plus précises du pilote. Donc là on rentre dans une gamme très spécifique. Même si c'est un accès à la voltige, on doit quand même avoir vu un petit peu ce qui se passait avant.
Et ensuite, ben, il y a la voile de voltige. Alors les gens ils me disent, ouais, mais si je la prends en grande taille, ça ira mieux. Non, ça ne sert à rien de prendre une aile voltige en grande taille, elle ne volera pas. Donc à un moment, il faut que ça rentre dans l'échelle de poids, et cette échelle de poids est faite, et la voile est construite justement pour ça. Donc en fait, l'accès sur une aile B, on va dire B, classique, même chose, ne choisissez pas une aile XS si vous pesez 100 kg. Vous n'aurez aucun gain. Essayez plutôt d'être chargé au top de l'aile, à 5 kg près en dessous ou en dessous, mais en tout cas au top de l'aile, mais ne dépassez pas les 5 kg au-dessus. Vous n'aurez aucun gain, strictement aucun gain de réactivité. Donc voilà, c'est un petit peu ce jeu-là. Par contre, quand les gens viennent avec une aile accro, dans nos stages accro, ben ils ont intérêt à ce que ce soit nickel, les bases, parce que si c'est pas nickel, ils reviendront avec une B directement. Ce sera parce qu'il y a une prise de risque qui est trop importante. C'est comme quand je vais passer mon permis avec une Formule 1, un moment où une bagnole de rallye, ça marche, tu risques de louper vite ton permis, quoi. Donc c'est un petit peu la chose. On travaille nous beaucoup en stage de pilotage, non pas par rapport aux ailes, mais par rapport à des fondamentaux techniques et psychologiques. Donc du moral et de la technique. C'est-à-dire que peu importe le support qu'on a en aile, si le pilote techniquement est bon et mentalement il est prêt, il peut voler sur la plupart des ailes. Si maintenant il y a une lacune entre les deux, ben derrière on redescend dans la catégorie phare qui est le B. Non mais qui est un peu le fourre-tout quoi, de tout ce qui se passe. Et que ce soit en voltige, en cross ou en compétition, à un moment il faut reprendre les bases et puis c'est comme ça qu'on y accède, quoi. Tu voulais quoi avec une B? Oui, mais petite B, Hook 3. Une Hook 3, Ouais. Génial. Je voulais en parler un petit peu. On va pas parler de marque justement là-dessus, mais cette voile est Oui, un on a bon des accès. incontournables. Toi, t'en as eu, toi, tu as eu la 2, mais c'est vraiment une super, La super 3, petite machine. elle est pour un ça. peu plus allongée. quand Ouais, même. faut jouer. Mais, désolé, on déborde du coup un peu sur finalement l'école et le CIV et le pilotage avancé, mais j'ai l'impression que ça montre une chose, c'est que c'est le pilote aussi avant tout, hein, qui doit se connaître Ah, ouais. et le choix de l'aile doit se faire vraiment en adéquation avec le pilote. Hein. On Alors- parlait de dureté aux commandes par exemple tout à l'heure, Ouais. certains aiment, certains n'aiment pas. Voilà, après, il y a beaucoup de choses qui sont très personnelles dans le choix des voiles aussi. Ouais, à la décharge des pilotes, hein, le marché du parapente est tellement vaste qu'on a vite fait de se planter. Ouais, Qu'on soit c'est clair. Donc à la décharge des pilotes encore, le fait de s'estimer un niveau est super difficile. On vole à la dune du Pilat en train de faire du soaring, on vole comme là, j'ai plein d'Australiens qui volent en faisant du soaring, ils ont besoin d'une aile rapide, ils ont besoin d'une aile qui plane plutôt bien quand il n'y a pas trop de vent. Ils arrivent avec des ailes super allongées, quand ils arrivent en montagne, ils se disent mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Voilà, donc en fonction de là où on vole, en fonction il est vrai, du type de vol qu'on fait, partout dans le monde, je dirais en France, mais partout dans le monde, eh bien, les gens du site auront tel type de vol. Alors forcément, nous, on est bien placé en montagne, parce qu'en montagne, c'est souvent là où c'est le plus turbulent. On a des échanges thermiques assez turbulents, et c'est là où on voit clairement que le moral et la technique jouent un rôle déterminant. Par rapport à la dune du Pilat ou par rapport bien sûr à des sites du soaring australien. Et c'est aussi pour ça que sont développés les sites les plus importants de pilotage ou notre démarche, parce qu'on voit un nombre de pilotes arriver avec des voiles de leur site, étant plutôt à l'aise, et se retrouvent ici dans une grande mer, enfin des hautes mers avec des turbulences, et souvent ça les secoue un petit peu. Donc nous, notre travail est quand même de leur expliquer que votre choix était bon sur ce site, mais s'il veut être polyvalent dans le monde entier, si vous voyagez, vous avez une expertise pour faire, l'espérance de faire du cross ou des choses plus performantes, il va falloir affiner le choix un petit peu plus précisément, quoi. Voilà, c'est un petit peu le choix. Ceci dit, encore une fois, c'est pas parce qu'on a l'aile plus performante qu'on aura un gain de 15 km, ça se mesure pas comme ça. Ça se mesure pas ni en kilomètres ni en heures de vol. La performance de l'aile est seulement due à l'accès à cette performance, et c'est le pilote qui donne accès à cette performance, et c'est pas l'aile qui va te donner l'accès à la performance. Voilà, encore une fois.
Très bien. Autre chose? Merci. Non, très bien. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu avais des questions? Ouais. Ben ouais, moi je suis un jeune pilote, entre novice. Ouais, C'est bien quoi, jeune pilote? Parce que ton âge, oui, mais... Ouais, ah merci. Non, je pensais plus en termes d'expérience. J'ai 70 vols à peu près. Ouais. J'aime vraiment beaucoup voler, mais là en ce moment je suis dans une zone où, comment dire, tu parlais d'elle tout à l'heure et je pense que justement je suis pas sûr d'avoir fait le bon choix niveau L, sellette, je suis dans le bas de la fourchette. Des fois c'est soaring, j'aime beaucoup et effectivement c'est assez simple, mais dès que j'arrive en montagne je suis pas confortable. Enfin, c'est ça. Et j'aimerais, en fait j'ai envie d'apprendre davantage pour comprendre un petit peu mieux comment. J'ai l'impression que ma formation était rapide. J'ai l'impression que. Ouais, pas si rapide, il le manque- 70 volts, c'est pas Hein? si rapide, c'est le début, du coup. Ouais, c'est ça, Du mais coup, en c'est fait, en fait, je pense que je suis curieux d'avoir beaucoup. J'aime être nourri beaucoup. Je pense que j'étais un petit peu. Un peu trop glouton sur l'info. Non, à l'inverse, je trouvais qu'on me filait pas, on me d'accord. laissait passer, j'aurais voulu. Voilà. Ouais, je suis plus. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, comme je suis de passage, je suis venu cet Ouais, c'est après-midi. elle voile. On peut parler du coup, Ah oui. elle voile. On coupera. Ouais, d'accord. Ouais. Donc en fait, à un moment dans la progression d'un pilote, il y a deux choses. Même si il y a la capacité d'absorption de l'information et la capacité de restituer l'information. Souvent, des pilotes sont avides de vouloir plein de choses, d'entendre plein de choses, de lire plein d'informations. Ils se disent, putain, c'est bon, plus j'en serai, mieux ce sera. C'est pas possible. Et pourtant, c'est pas possible. À un moment, on ne pourra pas restituer en réel de vraies informations tant qu'on ne les aura pas vécues. Pas une fois, pas deux fois, mais 50 fois. Parce que en fait, toute l'information acquise par des discussions, c'est bien, ça fait travailler le cerveau. Mais ce qui se passe en l'air, il y a un gap entre ce qui se passe. Et pourquoi il y a ce gap? C'est tout simplement parce que c'est pas naturel de voler. Tous ces mouvements, toutes ces choses comme ça, en fait, nous créent un petit peu, nous rend un petit peu aveugles sur certaines sensations, sur certaines qui ne développent pas notre cerveau pour dire « Ah, ça me rappelle ce qu'on a parlé en théorie l'autre jour. Ah, c'est ça !» Non, ça ne marchera pas comme ça. Ça va marcher à l'inverse, ça va marcher où j'ai ressenti ça plusieurs fois, pendant 50 fois. Putain, mais qu'est-ce que c'est? Tu vas rouvrir, ah, c'est ça. C'est plutôt l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire que ce qui va se passer en l'air, toutes les informations, eh bien, il va falloir que ça se reproduise plusieurs fois pour te dire « Ah putain, mais je me souviens que c'était ça dont on m'avait parlé. » Mais le fait d'engranger énormément d'informations parce qu'on est glouton de cette activité va nous rassurer au sol. Mais le lien, vous n'allez pas le trouver forcément tout de suite en l'air. Et ce lien, c'est voler. Le lien, c'est l'expérience. Et à un moment, comme tout, on appelle ça se forger une carapace, c'est qu'à un moment, on est des feuilles et puis on accumule des feuilles et ces feuilles créent une carapace technique. Et on ne peut pas avancer plus vite que ça. Donc à un moment, on peut être frustré de ne pas progresser, ça c'est clair, on l'est tous. Mais c'est normal, ça fait partie d'un step, d'un palier de progression. Et ce palier de progression, ça n'empêche pas de se nourrir de théorie. Mais à un moment, la théorie, il va falloir qu'il y ait une latence avant qu'elle soit exploitable. Et ça, c'est partout pareil. On n'est pas dans quelque chose de très pragmatique où j'ai un ordinateur, j'ai la théorie, je le mets en place tout de suite. C'est quelque chose il va falloir que ça se digère. Et ces choses-là, il faut voler pour que ça se digère. Donc en fait, dans les progressions, on s'aperçoit même des gens qui progressent très très vite. On appelle ça qui ont du feeling, qui ont une compréhension technique de ce qui se passe. Malgré tout, il va leur manquer l'expérience. Et cette expérience, on pourra leur dire plein de choses, ça ne rentrera pas tant qu'on n'aura pas vécu proprement dit les choses. Donc on s'aperçoit que des gens qui progressent très vite, même au début, eh bien à un moment, ils ont un palier. Et les gens qui progressent très lentement, ils ont peu de paliers, mais ils progressent très lentement, mais ils se retrouvent à peu près au même niveau assez rapidement. La fréquence dans laquelle on va voler a une importance capitale, ça c'est sûr. Si tu voles une fois tous les ans, ben voilà, tu as beau avoir un bon feeling, tu auras le bon feeling pendant ta semaine, puis après tu n'auras plus rien. Si on vole toutes les semaines, une fois par semaine, on aura une fréquence qui sera plutôt géniale. Et si on vole 3 jours consécutifs par semaine, ben c'est là où la progression sera le meilleur parce qu'il y aura 3 jours de travail, quelques jours de repos qui seront intéressants pour la digestion
et derrière une reprise derrière de ces sensations. C'est souvent un petit peu ce thème-là qui est intéressant. Tout simplement parce qu'on s'aperçoit que 3 ou 4 jours d'intérêt, de travail permettent de créer un volume de mouvement, un volume d'informations et d'échanges qu'on peut reproduire le lendemain. Mais il y a quand même une fatigue qui s'installe. Et il y a souvent un palier qui monte et un palier à un moment on descend. Et quand on descend, à un moment il faut s'arrêter, faire quelque chose d'autre, ça digère, un peu comme la nuit, ça digère, pouf, et on repart quelques jours après. Et là, la fréquence est souvent très très bonne. C'est des fréquences d'entraînement qu'on utilise partout. Hein. Je veux dire, c'est des fréquences d'assimilation de la personne qu'on a partout. Donc pour toi, comme pour d'autres, ben voilà, on est glouton de plein de choses, mais des fois, on ne pourrait pas aller plus vite que la musique. Et souvent, le parapente laisse entendre que par sa facilité et son accès au décollage et à l'air, donne à entendre à tout le monde que oh putain, moi aussi je peux faire comme ça, moi aussi je peux faire comme ça. Et c'est pour ça que des fois, on se brûle un petit peu les ailes, parce que c'est trop simple. De l'aspect, en tout cas.